Bonjour, je suis le lieutenant-colonel Martin Lipché, commandant de l'école de la tactique du Centre d'instruction au combat de la base force canadienne Gagetown. L'adjudant-chef, Dave Poss, qui fait partie de mon équipe de commandement, et moi sommes heureux de vous présenter cette vidéo importante de l'instruction axée sur le développement de la résilience. Vous y découvrirez les principes de base qui s'appliquent à la résilience, ce qui vous permettra de mieux vous préparer aux situations particulièrement stressantes que vous vivrez, par exemple, dans les opérations de combat. L'école de la tactique fonde son enseignement sur les principes énoncés dans le Code du combattant, comme l'honneur, l'intégrité, le courage et le professionnalisme. À partir de ces principes fondamentaux, les apprenants doivent développer toutes les qualités nécessaires pour atteindre un niveau élevé de préparation aux opérations dans l'ensemble du spectre, en fonction de 3 piliers, soit les qualités intellectuelles, les qualités physiques et les qualités psychologiques que tous les combattants doivent posséder. La vidéo porte plus particulièrement sur une qualité liée au dernier pilier, soit la résilience, ainsi que sur les incidences de la résilience sur les opérations. Il est vrai que les combattants étudient la tactique depuis des siècles et qu'ils s'assisent depuis longtemps l'importance de l'endurance psychologique. Mais de nos jours, les soldats savent qu'il est aussi pertinent de comprendre le mode de fonctionnement du cerveau et les répercussions qu'ont les facteurs de stress sur les commandants et leurs soldats. À la lumière de connaissances fondées sur preuves, accumulées grâce au travail clinique du personnel des services de santé mentale et l'expérience que nos soldats ont acquise au champ de bataille, nous sommes désormais davantage en mesure de préparer nos soldats à affronter de pied ferme les situations stressantes dans lesquelles ils se trouveront, pour qu'ils aient plus de chances de réussir nos missions. L'instruction sur le développement de la résilience est offerte aux militaires du rang et aux officiers dans le cadre des périodes de perfectionnement de leur programme d'instruction et est basée sur un concept de bloc d'apprentissage progressif. Les leaders pourront enrichir leurs connaissances sur le développement de la résilience tout au long des cours professionnels qui suivront. Mais plus important encore, ils en viendront à comprendre qu'ils jouent un rôle essentiel dans la préparation psychologique de leurs soldats, compte tenu des tâches exigeantes qu'ils leur confient. Nous prévoyons que les militaires des deux groupes, les militaires du rang et les officiers, finiront par suivre le cours de l'équipe de commandement. Nous présentons la vidéo pour que tous les membres de l'armée de terre partent du même pied pour ce qui est de l'instruction axée sur le développement de la résilience. Les cours de programme de perfectionnement professionnel qui suivront permettront aux militaires du rang et aux officiers d'accroître leurs connaissances et leurs capacités. Nos experts en matière de développement de la résilience ont étudié de nombreux modèles établis par divers pays, par exemple ceux du Navy SEALs, du Marine Corps et de la Australian Defence Force, et à partir de l'expérience et des connaissances acquises au sein des forces canadiennes et de son armée de terre. Nos experts de l'instruction ont déterminé avec précision le moment le plus propice pour offrir l'instruction au cours de la carrière des militaires, ainsi que sa durée optimale pour que notre force armée soit plus forte sur le plan psychologique. Finalement, il ne nous aurait pas été possible de produire la vidéo si nous n'avions pas pu compter sur les commentaires qui nous ont été fournis par nos soldats et leaders qui comprennent le stress extrême et savent comment y faire face. Notre intention est d'offrir en temps opportun une instruction axée sur le développement de la résilience à tous les personnels de l'armée de terre des forces canadiennes, pour lui permettre de bien en saisir tous les aspects et d'éviter nos leaders et à s'appuyer sur les connaissances qu'ils auront acquises pour accomplir leurs tâches. Merci. Nous en apprenons plus sur le cerveau aujourd'hui qu'à toute autre période de l'histoire. Comment il est constitué et comment il fonctionne. Plus nous en savons sur le cerveau, plus nous comprenons comment il affecte tous les aspects de notre vie, y compris l'amélioration de la performance militaire. Votre cerveau n'est pas statique et il existe des façons d'en améliorer le fonctionnement. Tout comme vos muscles, votre cerveau devient plus fort si vous l'entraînez. Ce n'est qu'au cours des 10 dernières années que nous avons commencé à comprendre que la performance de haut niveau, que ce soit sur le champ de bataille ou sur un terrain de sport, repose sur l'entraînement du cerveau. Le cerveau détermine comment les gens réagissent à un stress extrême. Il est donc essentiel pour gérer le stress opérationnel de comprendre comment le cerveau fonctionne et régule la réponse de l'organisme au stress et d'élaborer des techniques d'entraînement du cerveau et de les incorporer dans les exercices militaires. I think it's absolutely essential when it comes to
Je crois qu'il est d'une importance primordiale de faire comprendre aux soldats, lorsqu'on les prépare au combat, le stress qu'ils vivront sur le champ de bataille. Plus précisément, ils doivent comprendre quelles situations peuvent être considérées comme normales sur un champ de bataille. S'ils ne vivent pas des situations stressantes pendant leurs exercices d'entraînement avant de partir, ils n'auront aucun point de référence pour déterminer ce qui est normal, tant sur le plan physique que mental. Les soldats ont besoin de savoir par où ils vont passer, ce qui est normal, afin d'avoir un point de repère pour déterminer la normalité lorsqu'ils vivent diverses situations pendant le combat, qu'ils voient des morts ou des blessés, bref, quand ils se retrouvent sur le champ de bataille chargé d'émotions de la guerre moderne. La résilience mentale est extrêmement importante au service de santé des Forces armées. Tant qu'on met beaucoup d'emphase sur le traitement dans le système de santé, le recours au traitement est toujours un échec de prévention. L'objectif primaire de tout système de santé doit de nécessité être la prévention, autant pour les conditions de santé mentale que pour n'importe quelle autre maladie ou blessure. À certains égards, la prévention des conditions de santé mentale est même plus importante que la prévention de d'autres maladies, car ces conditions ne touchent non seulement le patient, mais ses bien-aimés et peuvent souvent prendre beaucoup plus longtemps à récupérer. Pour entraîner votre cerveau, pour consacrer votre temps et votre énergie à acquérir des compétences mentales. La raison la plus évidente est que vous le faites de toute façon. Chaque jour, vous vous envoyez des messages vous disant quel type de soldat vous êtes et ce dont vous êtes capable. Présentement, notre cerveau contrôle notre corps au complet. Puis sur le champ de bataille, c'est important de savoir comment notre corps va réagir dans des moments de stress intense pour protéger le corps humain. Comme le corps humain est notre véhicule sur le champ de bataille, le cerveau est déjà programmé à réagir d'une certaine façon lorsqu'il y a des moments de stress intense. On le sait déjà qu'on va envoyer nos soldats dans des moments de stress intense. C'est pour ça que c'est important d'essayer de reproduire le champ de bataille le plus proche possible à l'entraînement, puis de s'assurer que le cerveau est placé dans ces situations-là, puis enseigner aux soldats comment son cerveau est naturellement programmé à réagir à ça. La résilience est la capacité que possède un soldat de récupérer rapidement, de résister et voire même exceller lorsque confronté directement ou indirectement à des événements traumatiques et des situations difficiles en garnison, à l'entraînement et en environnement opérationnel. The term military resilience applies to Quiconque participe à la conduite de la guerre, peu importe le niveau, doit faire preuve de résilience militaire, cette capacité personnelle de tenir le coup dans les pires circonstances comme dans le train-train quotidien. La résilience est également de mise tout au long de la carrière d'un militaire. Même si ce dernier est aujourd'hui capable de continuer à se battre et à faire son travail de tous les jours, lors de n'importe quelle période d'affectation, le but est qu'il en fasse autant mission après mission. La résilience militaire a donc autant à voir avec l'accent mis sur la mission qu'avec l'éthos du guerrier et sa longévité au sein des Forces armées pour qu'il puisse avoir une longue et fructueuse carrière. Le stress n'est pas que mauvais. En effet, il est scientifiquement établi qu'un manque de stress affecte la performance au même titre qu'un excès de stress. Idéalement, pour la performance militaire, le degré de stress devrait légèrement dépasser la zone de confort du soldat, sans toutefois être ingérable. L'entraînement du cerveau repose sur l'ajustement de l'état de vigilance, qui ne doit pas être trop élevé ni trop faible. Il faut demeurer dans cette zone pour maintenir une performance optimale. En psychologie sportive, on utilise ces techniques d'entraînement du cerveau depuis des années pour améliorer la performance des athlètes d'élite. Nous développons un large éventail d'aptitudes mentales avec les militaires et les athlètes, et je crois que l'une des choses essentielles dont il faut parler du point de vue émotionnel est ce que j'appelle le pourquoi. Les gens ont besoin de savoir pourquoi ils font ce qu'ils font. Il est très important qu'une personne comprenne pour quelle raison elle doit agir de telle manière et ait le sentiment d'avoir un objectif clair si on veut être en mesure d'orienter son comportement, sa prise de décision, sa volonté à se sacrifier. Quelqu'un qui n'a pas de but ne mettrait pas sa vie en danger. En plus d'améliorer l'efficacité et l'état de préparation, l'entraînement à la résilience vise à maintenir le bien-être à long terme. Des études ont démontré que l'entraînement du cerveau améliore la performance, ainsi que peut jouer un rôle protecteur
contre les maladies mentales. Comme tout équipement de protection, vos compétences acquises ne seront efficaces que si vous les utilisez. Cependant, tout comme un casque ou un gilet par éclat, elles ne sont pas infaillibles, mais elles réduisent le risque d'effets indésirables. La structure du cerveau a évolué comme celle d'une vieille maison. On a simplement ajouté de nouvelles pièces ainsi que des escaliers et des couloirs pour les relier. Au sous-sol se trouve la plus ancienne partie, appelée le tronc cérébral, que nous avons en commun avec les reptiles et autres mammifères. Le tronc cérébral est ce qui nous garde en vie en régulant nos fonctions vitales, comme la fréquence cardiaque, la respiration, la digestion et la tension artérielle, qui s'exercent sans que nous ayons à y penser. Au prochain étage, le rez-de-chaussée, on trouve le système limbique, plus évolué, qui est apparu des centaines de milliers d'années plus tard. Le système limbique traite l'information. Il coordonne et contrôle les mouvements et joue un rôle important dans le traitement des émotions. Le système limbique comporte deux petites masses de tissu en forme d'amande, les amygdales, qui se situent de chaque côté du cerveau. Elles sont le centre de commande de nos réactions émotionnelles. Si le système limbique représente le rez-de-chaussée, le cortex cérébral est l'étage supérieur du cerveau. Il s'agit de la mince couche plissée à la surface du cerveau. Le cortex cérébral se divise en 4 lobes. Beaucoup de mammifères possèdent un cortex cérébral, mais celui-ci est beaucoup plus gros et développé chez l'humain. Les lobes frontaux, qui englobent la partie juste au-dessus de nos yeux, sont les plus récentes pièces de notre cerveau. Au fil de l'évolution de l'humain, les lobes frontaux sont devenus le siège de la pensée consciente et rationnelle. Ils interviennent dans la résolution de problèmes. Pour être plus efficace, il faut comprendre ce qui se produit dans le cerveau durant les réactions de peur et de panique. Whoa! Holy shit! Tel que mentionné précédemment, les amygdales du cerveau jouent un rôle central dans le traitement des émotions. L'une des émotions les plus simples et les plus fortes est la peur. C'est une émotion primitive que nous expérimentons tous. C'est cette petite partie du cerveau est comme une sentinelle qui est toujours éveillée, même quand nous on dort. Ça peut aussi se comparer au système d'alarme d'une maison. On a comparé le cerveau à une maison qui s'est bâtie en différents étages. Dans cette maison, l'amygdale servirait le rôle de système d'alarme. Le système d'alarme d'une maison ne fait pas de différence entre une fenêtre brisée par un coup de vent ou une fenêtre brisée par un voleur. C'est ça la beauté du système. Il faut une partie du cerveau qui est beaucoup plus évoluée, beaucoup plus sophistiquée pour distinguer le voleur du coup de vent. L'amygdale, elle, fait seulement déclencher la réaction d'alarme. Les humains réagissent aux situations de danger par une réaction d'alarme qui déclenche le mécanisme de défense. Ce mécanisme est désigné par l'expression « combattre, fuir ou figer », qui décrit les 3 options de l'instinct de survie. Fuir le danger, fuir, éliminer le danger, combattre, ou se tenir immobile dans le but de se camoufler dans l'environnement, figer. Cette réaction rapide des amygdales présente l'avantage évolutionnaire de préparer l'organisme au pire des scénarios. Les amygdales déclenchent une réaction en chaîne qui mène à la libération d'hormones, l'adrénaline et le cortisol, dans la circulation sanguine. Ces hormones du stress agissent comme des commandos et préparent rapidement l'organisme à l'action. Elles accélèrent la respiration et la fréquence cardiaque et augmentent la tension artérielle. Notre sens et notre mémoire s'aiguisent et notre corps devient moins sensible à la douleur. La suppression de la douleur face à un danger a été bien documentée auprès des soldats en situation de combat, où elle leur permet de se concentrer sur la menace la plus importante. Même une fois la menace passée, l'organisme reste en état d'alerte au cas où d'autres menaces surviendraient. La situation dont je vais vous parler concerne l'équipe de combat que je commandais en septembre 2007 dans le district de Panjwai, en Afghanistan. Nous effectuions une opération de jonction réapprovisionnement dans le cadre d'une opération de groupement tactique.
Nous empruntions un itinéraire particulier et ma troupe de tête venait d'essuyer un incident avec un engin explosif improvisé, d'exécuter ses drills, etc. Je m'assurais que la troupe était prête à partir et j'étais sur le point de reprendre les opérations. J'ai senti que toute mon équipe de combat était sous le choc. Nous commencions alors les opérations et c'était notre premier incident avec un engin explosif improvisé. Je me suis retourné vers le chargeur de mon char et je lui ai dit « L'équipe de combat est complètement immobilisée. Il faut partir d'ici. » J'ai avancé mon char dans un secteur que, je croyais, avait été nettoyé et nous avons subi notre deuxième incident d'engin explosif improvisé. Ma première réaction en termes de fuir, combattre, immobiliser a été de combattre et je me rappelle avoir cherché à atteindre le bouton de mise en marche de ma radio au centre de ma veste afin d'envoyer sur le réseau de mon équipe de combat « Contact, frappe IED, attendez ». Alors, si on parle d'instinct à ce moment-là, je crois que j'ai vraiment ressenti que je devais me concentrer sur ce qui se passait et que ma première réaction a été instinctive. Des scientifiques ont réalisé une percée importante dans la recherche sur la peur lorsqu'ils ont découvert que l'information fournie par nos sens atteint les amygdales presque 2 fois plus vite qu'elle atteint nos lobes frontaux. Au cours de la réaction de défense, nous n'avons pas accès à notre cortex cérébral, cette partie du cerveau qui nous permet de penser et de raisonner. Le cortex cérébral fonctionne beaucoup plus lentement que le cerveau primitif, dont nous avons parlé plus tôt. Ainsi, face à une menace, le cerveau ne sert pas à réfléchir, un processus qui est trop lent et qui pourrait entraîner notre mort. La réaction de défense constitue une voie rapide, plus directe, qui nous permet de commencer à nous préparer à un danger possible avant même que nous sachions exactement de quoi il s'agit. Dans certaines situations, ces quelques fractions de secondes de différence peuvent nous sauver la vie. Cependant, la vitesse des différents signaux du cerveau fait en sorte que, à moins de savoir instinctivement comment réagir face à une menace potentielle, il est possible que nous restions figés de peur en attendant que nos lobes frontaux reçoivent l'information et déterminent la réaction appropriée. L'amygdale agit comme un système d'alarme et peut parfois donner des fausses alarmes. Il s'agit d'une partie très primitive du cerveau qui, que nous soyons malades ou en santé, peut nous avertir à tort de la présence d'un danger. Pour bien comprendre les émotions, il faut aussi comprendre le rôle des lobes frontaux, le rôle du cortex, qui est une partie plus évoluée du cerveau. Les lobes frontaux gèrent les émotions. À moins que l'émotion soit vraiment trop forte, c'est la job de cette partie-là du cerveau de régler le cadran ou pour soit arrêter ou modérer la réaction de l'amygdale. L'instruction militaire elle-même nous fournit un exemple fantastique. Lorsqu'on répète continuellement la même chose dans diverses situations, dans des scénarios, en classe, sur le terrain, dans le noir, on demande au cortex qui commande au corps d'agir, d'ignorer toute peur, d'inhiber toute réaction primitive immédiate du corps. L'instruction militaire permet donc de contrôler, d'une certaine manière, l'amygdale. L'entraînement réaliste favorise le perfectionnement des compétences et donne une idée précise de ce à quoi s'attendre dans n'importe quel environnement opérationnel. Les Forces canadiennes ont reconnu ce besoin et sont constamment à la recherche de nouvelles méthodes d'entraînement pour leur personnel. Je me demande, à quoi bon concevoir une instruction qui n'est pas réaliste? Au centre de simulation, il est tout à fait logique qu'on fasse appel à la simulation pour l'apprentissage des stagiaires. Les technologies dont nous disposons actuellement, les GCAT et le VBS2, offrent une telle fidélité que les stagiaires peuvent désormais entrer leur plan directement à l'ordinateur et ont ainsi la chance de voir comment les choses se dérouleront. Ils peuvent mettre leur plan à l'épreuve. Nous avons des commentaires de stagiaires qui disent se sentir mieux préparés lorsqu'ils font une simulation avant d'aller sur le terrain. Nous devrions être en mesure de faire appel à des systèmes comme Simunition quand les stagiaires sont sur un champ de tir et sont conscients que s'ils n'appliquent pas les tactiques, techniques et procédures qu'ils ont pratiquées pendant la simulation, il y aura des conséquences réelles, c'est-à-dire qu'ils seront abattus. La neuroscience a démontré que nous pouvons amener le corps et le cerveau à se détendre et réduire les effets du stress en utilisant des techniques pour abaisser notre tension artérielle et ralentir les battements du cœur. La réponse au stress fonctionne comme la pédale de l'accélérateur et la pédale du frein dans une voiture. C'est en fait une bonne métaphore pour les deux parties du système nerveux autonome, la partie qui déclenche la réponse au stress et la partie qui la calme. Comme pour une voiture, il faut qu'on ait les deux pédales en bon état de marche
pour se sentir en contrôle du véhicule. Tout ce qui est dilaté, accéléré ou augmenté par le système nerveux sympathique est contracté, ralenti ou réduit par le système nerveux parasympathique. L'efficacité de la performance repose sur la capacité de ralentir l'organisme et de maintenir l'état de vigilance à un niveau optimal. Le Naval Special Warfare Center des États-Unis s'est penché sur l'utilisation des techniques d'entraînement pour maîtriser le système de réaction au stress. Il a établi 4 grandes stratégies qui peuvent atténuer la réaction au stress des candidats à la formation de Navy SEAL et ainsi améliorer leur performance. Ces stratégies sont les mêmes que celles qui sont utilisées par nos propres forces d'élite, la deuxième force opérationnelle interarmée. Les 4 grandes stratégies sont l'établissement d'objectifs, la préparation mentale ou la visualisation, le monologue interne et le contrôle de l'activation par la respiration tactique. Bien que chacune de ces stratégies soit efficace dans la gestion du stress, la combinaison des 4 a un effet puissant sur le contrôle des amygdales. La communauté scientifique considère que l'établissement d'objectifs améliore le fonctionnement des lobes frontaux, étant donné que ces superviseurs du cerveau sont responsables du raisonnement et de la planification. Le fait de se concentrer sur des objectifs précis permet au cerveau de mettre de l'ordre dans le chaos et de contrôler les amygdales, qui régissent les émotions. Le cerveau fonctionne plus efficacement si nous effectuons une seule tâche à la fois. Un des principaux aspects de l'établissement d'objectifs est la division des tâches en petites étapes faciles à gérer. Fixer des buts nous permet de donner un sens à nos actions, mais aussi un sentiment de maîtrise parce qu'on sent qu'on se déplace vers un objectif. Évidemment, si les buts sont énoncés correctement, cela nous permet de nous centrer sur les tâches à accomplir, ce qui est essentiel pour faire notre travail. Il est possible d'établir des objectifs au niveau individuel comme au niveau collectif. Au niveau individuel, il s'agit de permettre aux personnes d'établir leurs propres objectifs, puis de tenter de les atteindre. Au niveau collectif, les leaders des forces canadiennes peuvent utiliser l'établissement d'objectifs comme un outil efficace pour s'assurer que leurs subalternes savent exactement ce qu'on attend d'eux si un objectif est atteint, particulièrement si le risque est élevé, comme c'est le cas pendant les opérations. En langage militaire, les objectifs canalisent le comportement. La motivation d'un soldat augmentera s'il se sent concerné dans ce processus d'établissement d'objectifs et si les objectifs eux-mêmes représentent un défi. Je trouve que c'est très important d'avoir des buts fixes, que ce soit à court, à moyen ou à long terme. Si je prends par exemple qu'est-ce qui est arrivé en tour, en opération à l'été 2008, j'ai été employé comme signaleur dans un OP Party. C'est un déploiement de 7 mois. Donc, ce que j'ai fait un calendrier avec tous les taskings importants que j'avais à faire à travers des mois. Par la suite, j'ai divisé mes mois en semaines. Chaque semaine, j'avais des taskings que j'avais à faire. Puis à chaque semaine, j'ai divisé en journées. Donc, à chaque jour, je me levais le matin, je savais exactement ce que j'avais à faire, je savais où je m'en allais. Puis, je continuais avec mes semaines jusqu'à temps que j'aille en HLTA. En HLTA, c'était à peu près la moitié